Bonjour, je suis Eric Ancelet et mon éditeur Marco Pieter m'a demandé de vous parler de mon ouvrage Pour en finir avec Pasteur, paru en 1998. Dans un premier temps, je souhaiterais me présenter et vous parler un petit peu de l'origine de ce livre. Je suis français et j'habite une région du sud-ouest de la France qu'on appelle le Quercy. Mon premier métier est docteur vétérinaire, un métier que j'ai pratiqué de nombreuses années, notamment la médecine équine, un domaine dans lequel je n'utilisais que les thérapies alternatives. Mais auparavant, j'ai eu l'occasion d'utiliser toutes les médecines dites conventionnelles et j'ai pu en percevoir les limites ainsi que les dangers liés à leurs effets secondaires. Au fil du temps, au fil de mes lectures et au fil de mes rencontres notamment avec des médecins comme le docteur Jean Helmiger et le docteur Michel Audin, j'ai changé d'orientation. Actuellement, j'exerce en tant que psychothérapeute avec notamment les outils suivants, donc la thérapie séquentielle de Jean Helmiger, le décodage biologique, la psychogénéalogie ou analyse transgénérationnelle et la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung. En dehors de mes consultations de psychothérapeute, j'anime des séminaires de formation et d'information sur la santé primale de Michel Audin, la thérapie séquentielle de Jean Helmiger, la psychogénéalogie et le symbolisme. Je suis également professeur de biodanza. À l'époque où j'exerçais la médecine équine, j'ai créé une association qui s'appelle Cheval Libre et dont le but initial était la recherche pour l'application des médecines alternatives aux animaux, tout particulièrement aux chevaux. Cette association éditait un bulletin trimestriel et j'avais consacré en 1995 un bulletin à Louis Pasteur en réaction aux commémorations du centenaire de sa mort en 1895. Déjà, ce bulletin de l'association Cheval Libre en 1995 était une remise en question du personnage de Pasteur d'une part, de ses idées et théories scientifiques d'autre part, qui apparaissent totalement erronées, à moi-même bien entendu, mais aussi à de nombreux médecins, chercheurs et scientifiques de par le monde. Le docteur Jean Helmiger m'a alors suggéré d'en faire un ouvrage, c'est-à-dire de transformer ce bulletin en un livre qui pourrait toucher un plus grand nombre de personnes. C'est ainsi qu'est né le livre Pour en finir avec Pasteur, que j'ai sous-titré Un siècle de mystification scientifique. L'idée de base, le sujet central, est une remise en question des dogmes pasteuriens, de la religion pasteurienne, car avec le recul de plus d'un siècle, nous avons pu constater que le principe de la vaccination n'avait aucun fondement scientifique sérieux. Quant à son application, c'est-à-dire la vaccination de masse telle qu'elle est actuellement pratiquée, elle apparaît comme quelque chose de très dangereux. Globalement, on peut donc dire que Pasteur s'est trompé, lourdement, ce que j'entends démontrer dans ce livre. Dire que Pasteur s'est trompé et dire que tous les dogmes qu'il a érigés sont faux demande bien sûr à être justifié. Il y a bien sûr l'évidence, pour de très nombreux thérapeutes, mais aussi de nombreux patients, que la médecine issue des idées de Pasteur, du siècle de Pasteur, est une médecine qui est dans l'impasse. Une médecine qui n'aboutit absolument pas à la guérison globale des êtres humains, c'est-à-dire un bien-être qui soit à la fois psychique, émotionnel, physique, et qui permette aux hommes de poursuivre leur évolution. Au-delà de cet aspect empirique, c'est-à-dire la prise de conscience sur le terrain de cette évidence, cette médecine ne guérit pas, ne guérit plus et ne peut pas guérir. Tout au plus supprime-t-elle des symptômes. Elle est palliative, mais ne sait pas générer une authentique guérison, bien qu'elle rapporte des sommes colossales au laboratoire. Au-delà de cette constatation de base, finalement, remettre en cause les dogmes pasteuriens, c'est accepter de changer totalement sa vision du monde. Ce changement radical de vision du monde, on peut l'exposer en plusieurs points. D'une part, s'interroger pourquoi Pasteur ? Pourquoi, au XIXe siècle, Pasteur a été comme ça porté au nu et considéré comme un sauveur? Pourquoi d'autres grands savants, comme Antoine Béchamp, ont été totalement ignorés?
Pourquoi ce XIXe siècle, profondément traumatisé, bouleversé, a eu besoin qu'un chimiste, comme Louis Pasteur, devienne un héros national? Un héros au sens mythique, à tel point qu'il est toujours un extraordinaire support de projection, psychologiquement parlant, l'image même du savant altruiste et désintéressé, vainqueur de la maladie et donc de la mort, sur lequel chacun peut dès lors projeter toutes ses peurs et toutes ses espérances. Au-delà de cette présentation de l'homme pasteur dans ce XIXe siècle, riche en bouleversements politiques, économiques et sociaux, bien sûr, il fallait présenter le microbe, et tout particulièrement le virus, d'une manière différente, sous un autre angle. Non plus cet être microscopique extrêmement dangereux, dont le seul but serait de nous détruire, le présenter sur un mode peut-être un petit peu plus neutre, la neutralité dans la relation, voire aller jusqu'à suggérer la symbiose, c'est-à-dire exposer la théorie du virus utile. Ensuite, en face de ces microbes, de ces virus, il y a le système immunitaire, un système que l'on nous présente toujours uniquement comme un système de défense, qui est censé réagir d'une manière très agressive à partir du moment où un antigène étranger à l'organisme, un microbe par exemple, se présente, et dont la seule réponse possible serait le rejet systématique, la destruction de ce qui lui est inconnu. Personnellement, je propose une autre version, celle d'un système immunitaire qui serait un système de communication très ouvert à toutes les informations qui lui viennent de l'extérieur et susceptible de l'enrichir, de le compléter, de soutenir son évolution. Enfin, un quatrième point, après la présentation de Louis Pasteur sous un autre jour, peut-être plus authentique, après la présentation du virus d'une manière différente, plus objective, en tout cas plus optimiste, après la présentation d'un système immunitaire lui aussi différent et moins susceptible, moins paranoïaque, il y a bien sûr le problème des vaccins. Le vaccin qui se trouve être, dans ce nouveau contexte, une agression pure et simple, aux conséquences dramatiques, sans utilité immédiate ou médiate pour la santé, conçue autrement qu'une simple absence de maladie. Dire que le monde a changé depuis un siècle est certainement une évidence pour chacun d'entre nous, et pourtant, biologiquement parlant, nous voyons toujours ce monde avec les yeux de Louis Pasteur ou de Charles Darwin. C'est pour cela que je prétends que si nous voulons comprendre l'origine et le sens de notre mal-être, de nos maladies, et guérir vraiment, c'est-à-dire évoluer, il nous faut d'abord changer totalement de vision du monde, et pour cela accepter de remettre en question les figures charismatiques, héroïques, paternelles d'un siècle révolu, comme Louis Pasteur. Et ce n'est pas chose facile. Dès lors qu'un tel personnage a été sanctifié, canonisé par la religion scientiste, et ce matérialisme pur et dur qui a eu son apogée au XIXe siècle. Dès lors, pour parvenir à ce but, j'ai essayé dans ce livre de situer Louis Pasteur dans le décor de ce XIXe siècle qui le vit naître, dans lequel il a fait carrière et dans lequel il est mort. Je me suis donc penché sur l'histoire de l'homme Pasteur, j'ai lu des biographies, d'une part des biographies officielles, écrites par des disciples, des hagiographes, pour lesquels Pasteur reste et restera un maître vénéré, un père, un héros, en tout cas un très grand savant. D'autre part, des travaux méconnus, concernant d'autres savants qui ont précédé Louis Pasteur, des contemporains de Pasteur, et beaucoup d'autres qui ont vécu après lui jusqu'à nos jours, et qui ont fait des découvertes fondamentales avec à l'évidence une autre vision des choses, une autre vision du monde. Tant il est vrai que chacun voit le monde à travers le filtre de son propre monde intérieur, le filtre de ses attentes, le filtre de ses peurs. Certains de ces savants et chercheurs, Pasteur n'a pas hésité à les piller sans vergogne, s'octroyant le résultat de leurs travaux, et je pense notamment à ce grand savant ignoré, dont j'ai précédemment cité le nom, Antoine Béchamp. Parallèlement,
Et de manière tout à fait intriquée, avec la vie de l'homme et du savant Pasteur, il me fallait comprendre le plus en profondeur possible quel avait été ce XIXe siècle. Un siècle, comme je l'ai déjà suggéré, riche en crises majeures, en bouleversements sur les plans politiques, économiques et social, scientifiques aussi. Un siècle qui a vu plusieurs changements de régime. D'abord l'empire de Napoléon Bonaparte. Je rappelle que Pasteur est né en 1822 sur les cendres de cet empire, puisque Napoléon Ier est décédé en mai 1821 à Sainte-Hélène, et le père de Louis Pasteur était un ancien grognard de la Grande Armée. Ensuite, il y a eu la Restauration, puis à nouveau l'Empire, le coup d'État de Napoléon III en 1851, et puis 1870, la défaite militaire, le désastre de Sedan, et le retour difficile, pénible à la République. Louis Pasteur a été témoin de cette succession de drames, de tous ces changements politiques, avec d'inévitables bains de sang, que l'on pense au soulèvement de 1830, 1848, à la Commune. Et c'est dans ce monde instable qu'il va faire carrière et devenir progressivement un savant à la mode, porteur des espoirs d'une France avide de conquête et d'honneur. Sur les plans social et économique, c'est l'ère industrielle, c'est l'urbanisation, c'est l'industrialisation, c'est la naissance, c'est le développement de ce prolétariat, avec l'exode rural qui va de pair. Ce prolétariat dont les souffrances et les misères ont été décrites par des gens comme Émile Zola. Ce siècle est aussi celui des conquêtes coloniales, celui du positivisme et du matérialisme scientifique, lequel va battre en brèche ces valeurs spirituelles, religieuses, auxquelles les hommes avaient coutume de se référer dans les temps de crise. Dès lors, dans les bouleversements et catastrophes de tout genre, la guerre extérieure et la guerre civile, les soulèvements populaires, les changements de régime, les coups d'État, mais aussi les épidémies, qui sont toujours bien présentes au début du XIXe siècle, il faudra de nouveaux héros. Pour remplacer le guerrier vaincu, pour remplacer l'homme de religion écarté par les lumières de la raison, auprès duquel on pouvait trouver refuge lorsqu'on était angoissé, perdu, menacé de toutes parts. Et l'un de ces héros de circonstance, peut-être le plus connu actuellement, sera Louis Pasteur. Pasteur, né à Dole en 1822, entre à l'école normale en 1843 et en sort avec une agrégation de physique et de chimie. Il n'est donc pas médecin. Il révèle dès le départ une très grande ambition, liée peut-être à ses origines modestes. Ce qui est sûr, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a falsifié les résultats de ses propres travaux et que la majorité, sinon toutes les découvertes qui lui sont attribuées, sont en fait des spoliations, des découvertes qu'il a volées à d'autres scientifiques, à de nombreux autres scientifiques, médecins ou vétérinaires. Ce qu'il faut comprendre de ce XIXe siècle qui verra en effet la naissance de la microbiologie, c'est-à-dire l'étude des micro-organismes soi-disant responsables des maladies dites infectieuses, humaines et animales. Dans ce XIXe siècle, la génétique est totalement ignorée, l'immunologie aussi. On ne connaît absolument pas la fonction immunitaire. Concernant la microbiologie, Pasteur n'a pas découvert l'existence des microbes. Par contre, il va récupérer et s'attribuer cette découverte, et à partir de là, il va proclamer un certain nombre de pseudo-vérités qui seront bientôt érigées en dogmes, actuellement totalement dépassées car erronées. Le premier de ces dogmes dit que notre environnement grouille de microbes, ce qui est exact, et que ces microbes sont pathogènes, du moins beaucoup d'entre eux sont pathogènes, c'est-à-dire responsables de nos maladies. En d'autres termes, ces microbes jugés systématiquement pathogènes sont les seuls responsables de nos maladies. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Ce que l'on a nommé plus tard le terrain, c'est-à-dire l'aptitude ou non à apporter une réponse correcte au cours de la confrontation avec un microbe. Non, tout ça n'existe pas, n'a aucune importance. Les familles de microbes sont clairement définies et certaines sont responsables absolument de certaines maladies très graves. Ce qui va jusqu'à l'aberration,
qui consiste de nos jours à essayer de trouver des microbes responsables de maladies comme l'ulcère d'estomac, le diabète et même la schizophrénie. Le deuxième dogme pasteurien qui s'avère totalement faux est celui qui prétend que notre milieu intérieur, l'intérieur de notre corps, est stérile, aseptique. Autrement dit, l'introduction d'un microbe dans ce milieu intérieur, aseptique, est anormale et va donc déclencher une maladie. Or, d'une part, l'immense majorité des microbes ne sont pas pathogènes. Certains peuvent le devenir, avoir des effets que nous jugeons néfastes, dans certaines conditions bien particulières, mais la plupart participent de façon symbiotique à l'ensemble des écosystèmes, intérieurs et extérieurs, et sont même absolument indispensables à l'équilibre de ces écosystèmes. Pour prendre un seul exemple, sans microbes, il n'y aurait pas d'herbivores, puisque les herbivores digèrent la cellulose des végétaux grâce à leur flore symbiote présente dans l'intestin. Et s'il n'y avait pas d'herbivores, il n'y aurait pas de carnivores, il n'y aurait pas d'animaux, et donc il n'y aurait pas d'humains. En ce qui concerne le milieu intérieur, on sait bien maintenant que toutes nos cavités creuses, l'intestin, la vessie, l'arbre respiratoire, sont peuplées de milliards de microbes, pour la plupart neutres ou symbiotes. Et pour ce qui concerne ceux que l'on dit pathogènes, ils sont tenus en respect, ou devraient l'être, par le système immunitaire. Bien plus, chose totalement ignorée au temps de Pasteur, où la génétique n'existait pas, on sait aujourd'hui que notre matériel génétique, notre ADN, est constitué en partie, et qui sait, peut-être en totalité, d'ADN d'origine microbienne et virale. Et certains virus ont la capacité, c'est d'ailleurs leur mode de vie le plus courant, de s'inclure dans le génome et d'y demeurer dormant, inactif, durant des périodes de durée indéterminée. C'est le cas par exemple des herpès-virus ou du virus du sida. Comme nous pouvons le constater, notre milieu intérieur est jusqu'à l'intérieur de nos cellules, jusqu'à cette boîte noire qu'on a considérée très longtemps comme absolument immuable et intouchable, c'est-à-dire le noyau cellulaire avec son ADN. Ce milieu intérieur lui-même contient, héberge, et je dirais même est constitué de microbes. L'asepsie du milieu intérieur est une croyance qui aujourd'hui vole en éclats. Je voudrais d'ailleurs préciser ici, en parlant des dogmes pasteuriens, que l'idée qu'on s'est faite du système immunitaire, lorsqu'il fut découvert, longtemps après Pasteur, cette idée était forcément celle d'un système de défense agressif, puisque le microbe lui-même était toujours agressif, puisque le milieu intérieur était toujours propre et sain, et donc le système immunitaire apparut bien évidemment comme une sorte d'armée toujours en guerre, toujours prête à en découdre avec le moindre microbe étranger qui se présenterait aux frontières. Pour en revenir au siècle dans lequel Pasteur a vécu sa vie, vous remarquerez que cette vision martiale, guerrière, du microbe face au système immunitaire, avec cette défense acharnée des frontières, dont l'immunité serait responsable, cette vision évoque de manière troublante la situation politique de la France confrontée à l'époque à la menace allemande, avec justement cette défaite dramatique de Sedan en 1870, quand la France a vu ses frontières attaquées, pulvérisées, son territoire envahi jusqu'au cœur. Essayez d'imaginer quelle vision du monde put avoir un savant et un patriote confronté à ce genre de conflit de territoire, quand il va observer la maladie infectieuse et ce microbe, qui en est apparemment l'unique responsable, c'est-à-dire de terribles souffrances et bien souvent la mort, comme au cours des grandes épidémies. Ce que je voulais faire saisir ici, c'est l'analogie troublante entre d'une part le pays confronté à des attaques frontalières, à des pertes de territoire, suite à une défaite militaire qui est aussi une défaite nationale, d'autre part la description qu'on va faire de la relation avec le monde microbien, et notamment cette relation tendue, excessivement conflictuelle, entre le microbe et le système immunitaire. Celui qui cherche trouve en fonction de ses attentes, de ses espoirs et de ses peurs. Décrire un phénomène est une chose, l'interpréter ou l'expliquer en est une autre, totalement différente.
S'il était acceptable, en effet, au XIXe siècle, de considérer la relation entre le monde microbien et l'organisme de cette manière simpliste, les connaissances que nous avons aujourd'hui en microbiologie et en immunologie, et le recul aussi que nous avons après 100 ans de dogmes pasteuriens et de vaccination, tout ceci ne nous permet absolument plus de conserver une vision du monde aussi puérile. Ne serait-ce que de constater que cette manière de voir les choses n'a amené aucune amélioration notable dans l'état de santé global des populations. Les maladies ont simplement évolué, et la plupart du temps vers plus de gravité. Les maladies aujourd'hui les plus graves ne sont pas des maladies microbiennes épidémiques, mais des maladies individuelles non microbiennes. Nous avons aujourd'hui suffisamment de connaissances pour comprendre que le microbe n'est pas le responsable de nos maux et que l'origine et le sens de nos souffrances doivent être trouvés ailleurs, peut-être justement dans notre vision erronée du monde. Bien plus, et j'en parlerai tout à l'heure, le microbe peut être considéré aujourd'hui comme participant aux phases de réparation, de guérison, d'évolution, lorsque nous réagissons à certains conflits particuliers. Pour en revenir à Pasteur et son troisième dogme, c'est celui de la contagion. Celui-ci prétend qu'entre deux individus en contact, il va y avoir transmission systématique du microbe si l'une des personnes est porteuse de ce microbe ou bien malade. Et donc, c'est la maladie qui se transmet systématiquement d'un individu à l'autre. Vrai, il y a systématiquement transmission, échange de microbes. Faux, il n'y a pas systématiquement transmission de la maladie. On a pu constater dans les pires épidémies que la plus grande partie de la population survit. Et finalement, le problème des dogmes pasteuriens et des applications pratiques qui en ont découlé, c'est qu'on s'est intéressé exclusivement à ceux qui sont morts et pas du tout à ceux qui ont survécu et aux raisons de leur survie. Or, cette survie, étonnante dans le contexte dramatique d'une flambée épidémique, survie de personnes comme les soignants, ayant eu des contacts très intimes avec les malades, cette survie montre que la contagion n'est pas systématiquement mortelle. Un microbe ne va déclencher le même type de symptômes, de troubles, que ceux-ci soient considérés comme négatifs ou positifs dans le vécu de la personne, que si le terrain de cette personne est réceptif. À nous d'interpréter la cause profonde de cette réceptivité. Avec un autre regard, nous dirions aujourd'hui que si nous avons besoin du microbe, besoin de la maladie microbienne pour franchir une étape, résoudre un conflit, eh bien alors le microbe est accueilli et le système immunitaire va lui permettre d'entrer en action. Donc, un premier aspect, le lien intime d'un homme avec son temps, de Pasteur au XIXe siècle, qui est le contexte, le décor, dans lequel il va définir et imposer sa perception du monde microbien. L'autre aspect que je voudrais évoquer rapidement, en lien étroit avec le précédent, c'est la personnalité psychologique et biologique de Louis Pasteur. J'ai précisé qu'il s'agissait d'un homme excessivement ambitieux, un patriote que l'on peut qualifier de revanchard, un savant, et c'est reconnu aujourd'hui, qui a spolié les scientifiques de son temps en revendiquant la paternité de leurs découvertes. Mais ce qui me paraît plus important encore, car ceci n'est jamais révélé, c'est que Louis Pasteur est un homme malade, gravement malade, puisque dès 1868, à l'âge de 46 ans, il va être foudroyé par une attaque d'hémiplégie qui paralyse tout son côté gauche. À partir de là, ce sera un homme très diminué, infirme, et ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce n'est que 9 ans plus tard, en 1877, donc à l'âge de 55 ans, Pasteur est donc hémiplégique depuis 9 ans, c'est seulement à cette époque qu'il entreprend ses recherches sur les maladies microbiennes. Il a commencé par travailler sur les maladies des vers à soie, en fait récupérer les découvertes faites antérieurement par Béchamp, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'en 1885,
à l'âge de 63 ans. C'est alors un homme très diminué, usé, fatigué. Il ne va pas hésiter à injecter des moelles épinières de lapin mort de la rage, donc un virus extrêmement virulent, à des enfants. Des enfants en bonne santé, qu'il prétend ainsi protéger contre la rage. Et on ne peut savoir aujourd'hui combien d'enfants, combien de personnes sont mortes suite à ces injections. Euh, Pasteur paralysé inocule une maladie paralysante, ce qui pourrait constituer aujourd'hui un chef d'accusation fort grave pour homicide. Il y eut d'ailleurs des plaintes de la part de parents d'enfants morts, mais elles furent étouffées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur la base de deux cas, deux enfants devenus célèbres et qui ont survécu non pas à la rage, mais aux injections de Louis Pasteur. C'est sur la base de deux expériences, donc sans aucun fondement scientifique sérieux, que Louis Pasteur va créer la première multinationale de l'histoire pour fabriquer ses vaccins et promouvoir la vaccination généralisée contre la rage et très vite contre d'autres maladies. Il est évident que tous ces faits historiques, je rappelle donc qu'il y a eu des inculpations à l'époque, mais Pasteur est alors un homme protégé des puissants. Ces faits donc sont restés occultés très longtemps, et ils le sont encore en grande partie du fait qu'entre-temps, Pasteur est devenu le logo d'un très puissant lobby financier, qui est le lobby vaccinaliste, et qui rapporte des fortunes colossales. Et donc, il est bien difficile de remettre en question l'image charismatique du fondateur. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Jusqu'à présent, j'ai parfaitement conscience d'avoir eu une attitude, disons, négative, essentiellement négative, iconoclaste. Iconoclaste, c'est-à-dire qui ose se permettre de remettre en question les images sacrées, les images saintes, une attitude de blasphématoire au sens fort. Car c'est bien à une iconolatrie que nous avons affaire, qui s'explique en grande partie par le fait que Pasteur représente l'image de marque d'un groupe financier puissant et donc intouchable. Et même si l'on peut comprendre pourquoi et comment un lobby comme celui des vaccinateurs maintient l'omerta sur la vérité historique et scientifique, sur la vie et l'œuvre de Pasteur, il n'en reste pas moins que les détracteurs et les iconoclastes ont à se justifier de leur attitude. Cette attitude, la mienne, n'est certes pas liée à de quelconques intérêts financiers, contrairement à celle des promoteurs de la vaccination à outrance. Toutefois, il est toujours délicat de déconstruire un bel édifice sans se justifier, et surtout sans promesse d'une reconstruction. La remise en question des concepts de Pasteur et des applications pratiques qui en ont découlé, depuis plus de 100 ans, se justifie car ni les uns ni les autres n'ont amené les résultats escomptés. Il y a toujours des maladies infectieuses contre lesquelles nous avons de moins en moins de réponses, en termes de réponses classiques, avec par exemple le problème dramatique des résistances en antibiothérapie, et le fait qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrive plus à concevoir des vaccins contre des maladies très actuelles et très graves, comme les hépatites virales et le sida. D'autre part, les pathologies ont évolué vers des maladies non microbiennes, comme tous les troubles psychiques, la dépression par exemple, toutes les formes de cancer en pleine extension, tous les dysfonctionnements, les maladies auto-immunes, les maladies endocriniennes. Toutes ces maladies ne sont pas microbiennes. Par contre, nous pouvons en trouver l'origine dans nos modes de vie, la manière dont nous avons conçu nos vies et notre relation au monde, et notamment, ces maladies pourraient découler en grande partie de la survaccination. Donc, un premier constat, ça ne marche pas. Les théories de Pasteur qui se sont concrétisées dans la vaccinologie moderne, on vaccine à tour de bras des enfants de plus en plus jeunes contre un nombre toujours plus grand de maladies. Et pourtant, on peut considérer que nous sommes pour le moins aussi malades qu'au siècle de Pasteur, même si les maladies sont différentes. Et là où les épidémies ont reculé,
nous devons considérer que ce recul n'est pas lié au vaccin, mais plutôt à l'hygiène, à une meilleure alimentation, à la disparition des conflits collectifs, donc à une certaine stabilité sociale, une certaine sécurité qui a fait régresser l'incidence des maladies infectieuses. Je veux parler ici des maladies infectieuses classiques, car en ce qui concerne celles que nous redoutons le plus aujourd'hui dans les sociétés modernes, les plus graves, celles dont l'incidence est la plus dramatique, eh bien ce ne sont pas des maladies à contagion directe, elles ne sont pas épidémiques, elles se transmettent par le sang ou par voie sexuelle. On parle donc de maladies sexuellement transmissibles. Donc, si ça ne marche pas, c'est que vraisemblablement, nous avons eu une perception erronée de notre relation au monde, de notre relation avec le monde extérieur, avec la nature, avec le monde animal, et tout particulièrement avec le monde microbien. Un premier point consistera à redéfinir correctement cette relation, à la lumière bien évidemment des découvertes de l'immunologie moderne, une discipline qui, je le rappelle, n'existait pas au temps de Pasteur. Ensuite, bien évidemment, de manière corrélative, il nous faudra réviser notre perception, notre interprétation du système immunitaire, qui appartient en fait à un ensemble constitué par le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire et le système bactérien, quadruple système régulateur, dont la vocation est de nous permettre la meilleure adaptation possible lors des confrontations avec le monde extérieur. Dans cette réévaluation de notre vision du monde, il nous faudra décider si oui ou non le système immunitaire est systématiquement agressif, destructeur envers les micro-organismes, comme le prétend l'immunologie classique. Troisième aspect, ce serait de passer en revue toutes nos connaissances actuelles concernant l'efficacité des vaccins, concernant leurs effets secondaires à court terme et surtout à moyen et long terme, puisque nous avons aujourd'hui le recul nécessaire à cette estimation. Enfin, quatrième point, considérer ces nouvelles théories qui ont émergé récemment et qui nous disent qu'à chacune de nos maladies correspond un conflit plus de nature psycho-émotionnelle, une difficulté existentielle, une souffrance adaptative et évolutive, auquel nous apportons éventuellement une réponse en tombant malade. Et dans le cours de ces maladies, qui seraient liées donc à des situations psychologiques et affectives pénibles, le microbe n'interviendrait pas forcément comme un ennemi qui profiterait de la situation, mais comme un allié, dans un processus de nettoyage, de restauration, d'adaptation, voire même de reprogrammation de notre patrimoine génétique, dans le but d'apporter une réponse nouvelle dans une situation nouvelle. C'est bien évidemment en approfondissant ces 4 points, c'est-à-dire 1. Revoir quelles peuvent être la nature et les fonctions des microbes, 2. Revoir quelles peuvent être la nature et les fonctions du système immunitaire, 3. Voir si notre expérience de plus d'un siècle n'a pas montré que la survaccination est une véritable catastrophe écologique qui a amené une dégradation profonde du milieu intérieur, et notamment du système immunitaire, une dégradation qui serait à l'origine de beaucoup de nos problèmes actuels, de notre déficience à répondre correctement aux questions qui nous sont posées par l'environnement. Enfin, dernier point, étudier à fond ces nouvelles théories, celles évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en relation d'une maladie bien précise avec un conflit bien précis, mais aussi l'approche transgénérationnelle, la psychogénéalogie, qui est tout à fait passionnante, très riche sur le plan thérapeutique, et qui nous dit que nos difficultés, nos maladies actuelles peuvent être la conséquence de situations ayant précédé notre naissance et dont nous payons les pots cassés aujourd'hui. Bien entendu, je n'ai absolument pas la possibilité ici de développer à fond chacun de ces points. Une bonne partie de ces développements a déjà été faite dans le livre Pour en finir avec Pasteur. Une autre partie découle des recherches que j'ai poursuivies et de ma pratique depuis la sortie de ce livre. Je voudrais simplement aborder ici quelques aspects bien précis et concernant les microbes, exposer certains points particuliers de la biologie des virus. Bien sûr, pour la majorité d'entre nous,
Le virus est un être un petit peu mystérieux, à la limite du vivant d'ailleurs, puisqu'il n'a pas de métabolisme et qu'il se reproduit en se dupliquant à l'intérieur d'une cellule. Et on a l'habitude de le considérer comme quelque chose de dangereux de toute façon, déclencheur de maladies insensées, de maladies dénuées de sens. Il suffirait de rencontrer un virus pour tomber malade. Et je voudrais montrer que cette vision est à l'évidence erronée. Avant tout, quand on observe un virus, on s'aperçoit qu'il se présente comme une information, avec une capsule protéique qui est l'enveloppe qui protège l'information, et à l'intérieur de cette enveloppe, l'information elle-même, sous la forme d'un petit brin d'ADN ou d'ARN. Ce qui est particulièrement étonnant et troublant, c'est l'analogie de ces virus, qui sont en quelque sorte des nomades, des informations qui circulent, analogie donc avec les gènes qui constituent nos chromosomes, c'est-à-dire les supports d'informations présents dans chacune de nos 10 000 milliards de cellules, et grâce auxquels nous synthétisons les protéines qui font fonctionner notre métabolisme. Cette analogie suppose des échanges, le virus susceptible de devenir gène, le gène susceptible de devenir virus, et c'est effectivement ce que l'on constate. Nous sommes en contact avec des microbes, et notamment avec des virus, absolument à chaque seconde, aux interfaces entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est-à-dire au niveau des muqueuses, et force nous est de constater que nous ne tombons pas systématiquement malades, même lorsque nous sommes confrontés à certaines épidémies saisonnières du type grippe, auquel cas une bonne partie de la population s'en sort toujours très bien. Cela, nous l'avions déjà indiqué, mais ce qui est le plus étonnant finalement, c'est de considérer que cette information virale pourrait être quelque chose dont nous avons besoin pour sortir d'une crise existentielle, pour dépasser un conflit, pour nous nettoyer après une intoxication, et que le microbe en général, le virus en particulier, pourrait intervenir via une maladie dite infectieuse, accompagnée d'inflammation, de fièvre, d'élimination catarrhale, pourrait intervenir comme un allié qui viendrait nous aider à franchir ce cap et dépasser cette crise. Cette aide pourrait consister notamment dans le fait qu'un virus, les virus ayant une capacité évolutive extraordinaire par le biais des mutations, pourrait amener un nouvel ADN, le virus pourrait amener un nouvel ADN ou un nouvel ARN, donc une nouvelle information génétique que nous ne possédons pas dans notre génome et qui nous permettrait d'aller de l'avant, d'évoluer. Et c'est ici, bien sûr, qu'il faut aborder le second point, c'est-à-dire le rôle du système immunitaire, étant entendu qu'on constate, et c'est troublant, que dans de très nombreux cas, le système immunitaire facilite, autorise l'entrée, le passage du virus dans le milieu intérieur, sa circulation dans ce milieu intérieur, puis son accès aux cellules et à l'ADN. Or, cette facilitation de la circulation du virus, ce guidage vers certaines cellules où se produira la réplication de l'information, tout ce processus complexe ne peut être considéré systématiquement comme une déficience du système immunitaire. C'est en fait une fonction normale. C'est pourquoi je dis que le système immunitaire n'est pas essentiellement un système de défense, mais plutôt un système de communication, ce qui signifie entre autres, car il s'agit ici de phénomènes excessivement complexes, cela signifie que lorsqu'un microbe, un virus, se présente au niveau des muqueuses, il va être estimé, évalué, contrôlé par le système immunitaire. Si sa présence est jugée inutile, il sera tout simplement maintenu à la périphérie, à l'extérieur, empêché de se dupliquer, bien que l'information qu'il représente soit systématiquement mémorisée. Si par contre il s'avère potentiellement utile, soit dans la phase que traverse actuellement l'individu, soit pour l'avenir, dans l'avenir, l'information sera accueillie, déchiffrée, transmise, également mémorisée, notamment sous forme de gènes, mais elle pourra aussi être amplifiée et autorisée à exprimer son message sous la forme d'une maladie réparatrice, donc nécessaire. Bien entendu, je fais référence ici à un système immunitaire compétent, performant, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un certain nombre d'événements négatifs
perturbateurs se sont produits dans la petite enfance, au moment où ce système immunitaire se met en place et acquiert sa maturité. Et parmi ces événements perturbants, qui peuvent mettre à mal pour toute la vie la compétence du système immunitaire, il y a la survaccination infantile. Pour revenir au cas où un virus est jugé utile pour la guérison, pour l'évolution d'un individu à un moment T de sa biographie, à partir de ce moment-là, j'ai suggéré que le système immunitaire va le laisser s'exprimer tout en le contrôlant. Le contrôler signifie lui laisser faire ce qu'il a à faire, ni plus ni moins, puis interrompre le processus dès que le résultat est atteint. Ceci laisse entendre clairement, et j'insiste là-dessus, que la maladie est utile dans la maturation et l'évolution d'un individu, utile pour lui faire franchir certains caps, comme nous le constatons avec les maladies infantiles. Mais pour cela, il est nécessaire que tout le système adaptatif, nerveux, endocrinien, immunitaire et bactérien soit opérationnel, donc que l'individu concerné ne soit pas fortement dénutri ou surmené, obligé de vivre en permanence dans le stress, l'angoisse, la frustration, car tous ces facteurs effondrent les capacités régulatrices du quadruple système d'adaptation et d'évolution. Et je répète, car c'est essentiel, que la survaccination systématique à l'aube de la vie est l'un des facteurs les plus pernicieux de déficience immunitaire. On perçoit donc qu'il faut avant tout une bonne hygiène de vie, hygiène psychique et physique, mode de vie et diététique, et en tout premier lieu, la façon de venir au monde, car tout cela est important pour générer et maintenir la compétence du système immunitaire, afin que les réponses apportées soient correctes dans les phases délicates de l'existence, dans les temps d'évolution où une mutation doit se produire. Il est bien évident aussi que la maladie n'est pas incontournable. Si l'on a pris conscience de l'origine du conflit, si on l'a dépassé en trouvant une solution pratique, alors la crise que représente la maladie n'est plus nécessaire pour aller de l'avant. Et dans ce cas, un système immunitaire performant tiendra le virus à distance, ne lui permettra pas de pénétrer le milieu intérieur pour s'y dupliquer. Il apparaît donc que la maladie, sous toutes ses formes, nous permet d'exprimer, de dire une souffrance existentielle. Et cette relation, ce lien entre la maladie et le conflit commence à être bien compris. C'est ce que l'on appelle décodage biologique, lequel nous permet de donner un sens à nos expériences douloureuses et donc de les écourter, d'en atténuer l'expression somatique et même de les éviter. Et pourtant, en face de ces avancées extraordinaires de la conscience humaine, perdure la vision paranoïaque de Louis Pasteur, une vision qui fait de tout contact avec ce qui nous entoure un danger, comme si ce monde était peuplé d'ennemis toujours prêts à nous attaquer pour nous détruire, ce qui induit des comportements sécuritaires obsessionnels qui interdisent ou limitent fortement toute communication avec l'extérieur. Des comportements obsessionnels collectifs dont nous avons beaucoup de mal à percevoir les effets pervers, comme la création de maladies chroniques, gravissimes, car malheureusement irréversibles. Et parmi ces comportements sécuritaires, il y a bien sûr, au premier chef, cette aberration biologique issue d'une profonde méprise sur ce qu'est la vie et que l'on nomme vaccination. Pour ne citer que l'un des aspects aberrants de l'acte vaccinal, cette évidence qu'un enfant nouveau-né, puis dans ses premières années de vie, est totalement immature, et cette immaturité que nous pouvons constater dans son corps physique existe aussi bien sûr dans son système nerveux, dans son système endocrinien et dans son système immunitaire. Que se passe-t-il si on injecte une information truquée, très complexe, incompréhensible, puisque les soi-disant responsables des maladies ont été trafiqués, mélangés avec des adjuvants toxiques, et que l'injection se fait directement dans le milieu intérieur, sans être passé par le filtre des muqueuses, eh bien le système immunitaire de l'enfant, incompétent et confronté à une information impossible à décoder, va réagir de façon anarchique, catastrophique, ce qui est à l'origine de troubles multiples que l'on nomme allergie, maladie auto-immune et cancérisation.
Voici à présent un exemple qui permet de concilier les deux aspects de la maladie exposés ici, c'est-à-dire, premièrement, la maladie comme traduction d'une souffrance psycho-émotionnelle vécue dans la solitude et inexprimée, non dite. Deux, la maladie, conséquence d'erreurs collectives comme la vaccination de masse. Imaginons quelqu'un n'ayant subi aucune agression majeure durant sa petite enfance, un enfant désiré, attendu, puis allaité, et surtout préservé de l'agression vaccinale. Cette personne se trouve un jour confrontée à une situation conflictuelle, par exemple un divorce, un deuil ou un licenciement. Comme ces systèmes de régulation et d'adaptation fonctionnent bien, il va réagir, trouver une solution, conserver sa confiance en lui, réorienter sa vie, et il n'aura pas besoin de tomber malade pour franchir ce cap existentiel, ou alors ce sera une maladie bénigne, car son système immunitaire contrôlera parfaitement la situation, c'est-à-dire le travail microbien de réparation. Maintenant, imaginons un individu malheureusement plus représentatif de nos sociétés modernes industrialisées, né dans un lieu hyper médicalisé, sous anesthésie, non allaité, survacciné toute sa petite enfance. Cette personne, confrontée au même type de situation conflictuelle à l'âge adulte, ne va pas réagir de la même manière, car il n'a pas la possibilité d'apporter une réponse correcte aux problèmes posés, et les troubles qui vont apparaître, la maladie qui va se déclencher, seront d'emblée beaucoup plus graves. Alors, si tout ceci s'avère exact, si toutes ces connaissances accumulées au fil du temps rendent en effet caducs tous les dogmes pastoriens, alors pourquoi? Pourquoi continuons-nous à vacciner nos enfants? Là, les réponses sont un petit peu délicates et même difficiles à admettre, bien que pour moi évidentes. Rappelons une fois encore que les intérêts financiers en jeu sont considérables, un marché bien supérieur à celui des armes ou à celui de la drogue. La maladie est infiniment plus lucrative pour certains que la santé. Et le principe vaccinal, qui évite de se poser les vraies questions sur l'origine et le sens de la maladie, rapporte des fortunes colossales du fait de sa mondialisation. Cette puissance financière constitue bien entendu un pouvoir politique considérable, un pouvoir basé sur la peur, une peur soigneusement entretenue, cultivée, régulièrement ravivée, afin de maintenir les gens dans l'aliénation, très loin de leur véritable chemin. Et je pense qu'il est grand temps, aujourd'hui, d'ouvrir les yeux pour essayer de voir le monde autrement, apporter des réponses plus justes aux questions qui nous sont posées à propos de notre devenir, guérir vraiment, en contactant ces peurs au fond de nous, en acceptant de les affronter, et se rendre compte que la vaccination fait partie de ces illusions infantiles auxquelles il est urgent de renoncer. En conclusion, je souhaiterais dire qu'il n'est pas évident d'aborder des sujets aussi vastes, aussi complexes, aussi importants pour l'avenir de l'humanité en moins d'une heure. Néanmoins, si ces quelques paroles vous ont donné envie de lire ce livre, mais aussi d'ouvrir les yeux et le cœur, d'aller voir ailleurs, de vous renseigner, de chercher à contacter une information qui certes est plus difficile d'accès, car bien sûr elle est occultée. Elle n'apparaît pas dans la vitrine des maisons de la presse ou dans les librairies au rayon des best-sellers. Toutefois, cette information existe. Et je pense qu'il est essentiel que chaque individu adulte, responsable de sa vie, responsable de la vie de ses enfants, et bien entendu en premier lieu les thérapeutes, acceptent de sortir de l'ornière des mensonges officiels. Au fil du temps, ces données dérangeantes, déroutantes, apparaissent comme des évidences. Une fois intégrées et assimilées, elles révèlent leur cohérence et deviennent des certitudes intérieures. En ce qui me concerne, je vais à présent vous souhaiter bonne route, bonne chance dans votre quête de vérité, et vous remercier pour l'attention que vous avez apportée à cette petite conférence.